sur Ça dit quelque chose? Einstein. Tu en parles? C'est la première... Yes, j'avais oublié son nom. La première avocate. Voilà. J'ai tordu un petit peu le cou à l'histoire sur les dates. Oui. Parce que, en fait, quand j'annonce qu'elle est la... Quand il y a une discussion entre Sebastianini, je crois, le député socialiste, Oui. et Séverine, en fait, j'annonce dans une discussion avec Marguerite Durand, je crois, que la première avocate du barreau de Paris collabore à la Fronde. Et en fait, c'était pas encore arrivé en 1900. Je crois que c'est 1902 ou 3. Tu peux me le passer? Ouais. Oui, mais c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Marivol, Femme de Rome, Michel Dassas. Et je dois dire, bon, c'est le clin d'œil que tu fais très rapidement et qui me dit, mais ça c'est typiquement toi, Antonin. Tu parles de mille et une choses qui donnent envie d'aller découvrir au-delà du récit. Ça veut dire que tu as fait le travail inverse. Pas forcément. Enfin, c'est-à-dire que moi je me suis renseigné sur Marguerite Durand et la Fronde, par exemple, le journal de la Fronde. Et dedans, il y avait, dans la biographie de Marguerite Durand que j'ai lue, il y avait des références à d'autres personnages comme ça qui sont évoqués. Alors moi j'ai pas forcément fait toutes les recherches, d'aller ensuite lire les biographies de tous les personnages évoqués. Il faut les connaître, oui, quelque part. Après j'ai lu, par exemple j'ai lu plus de choses sur la journaliste Séverine, très connue, et puis voilà, donc d'autres personnages dans ceux que je fais croiser à Eline Baumann. J'ai lu pas mal de choses sur Rudolf Diesel. Il y a un ouvrage que j'ai pas lu de Rudolf Diesel parce qu'il n'est pas traduit, je lis pas l'allemand, et il n'est pas traduit en français. Ça s'appelle Solidarismus, il me semble, en allemand. Et ça a fait partie des choses assez incroyables que j'ai découvertes sur Rudolf Diesel, en dehors du fait qu'il a eu donc le Grand Prix de l'exposition universelle de 1900 pour l'invention de son moteur à explosion, donc à combustion interne, c'est qu'il avait écrit un traité d'économie solidaire. C'était un grand pacifiste, vraiment un ami du genre humain, et qui était un type très dépressif, parce que très inquiet du sort des humains, alors un petit peu après le bouquin, en 1910, il avait fait une tournée accompagné de sa femme aux États-Unis où il présentait, il a fait fortune et il a tout perdu. C'était un très mauvais gestionnaire. Il avait à la fois la peur du manque, donc il accumulait beaucoup d'argent et il perdait tout à mesure. Et il a fait un cycle de lecture aux États-Unis et il annonçait à chaque lecture devant un public américain, mais je ne sais pas si hilar, mais en tout cas complètement surpris d'entendre Rudolf Diesel mettre en garde le public américain contre l'abus de consommation des ressources naturelles et des pollutions que cela pourrait engendrer. C'est incroyable, alors qu'à l'époque, mais dire à des Américains qu'il fallait faire gaffe sur la quantité, sur l'utilisation des ressources naturelles, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Américains ne pensent toujours pas à ralentir la consommation, en 1910, les gens ne comprennent même pas ce que Diesel voulait dire. Voilà, donc ça, voilà, c'est le genre de digression que prennent les recherches quand je... Mais qui vont entraîner aussi le lecteur dans toutes ces recherches-là. Et ben, du coup, quand j'ai imaginé une balade dans Paris d'Eline Baumann au bras de Rudolf Diesel, connaissant ces histoires-là, j'ai pu faire rendre leur dialogue intéressant et donc voilà, ils engagent une discussion sur ce que représente cette exposition universelle. Elle lui demande entre autres ce qu'il imagine comme avenir pour son moteur. Et silencieux. Oui, et parce qu'il s'inquiète beaucoup de la... Je pense que c'est quelqu'un qui a eu très tôt conscience de... Contrairement à beaucoup de gens au moment de l'exposition universelle de 1900, c'est quelqu'un qui avait une conscience immédiate du danger que pouvait représenter pour l'homme la puissance de la machine qu'il venait de créer. Et il y a beaucoup de ça dans l'exposition universelle, et beaucoup ça, c'est-à-dire une foi un peu naïve dans la paix, le progrès et la prospérité qu'allait amener la technologie. Alors que les nations européennes fournissaient déjà les armes, fondaient déjà les aciéries Creusot et Schneider commençaient déjà à fondre les canons de 14, que les moteurs diesel qui à l'époque
de 1900 était encore trop petit pour propulser des gros navires de guerre. Dès 1910 et 11 deviennent les moteurs qui équipent la marine militaire allemande et anglaise. Alors, nous allons faire un bond en avant, et on va retrouver Antonin quand il a 18-20 ans. 18 ans? Antonin, j'ai une batterie dans la chambre à côté, je ne vais pas te demander de la régler, j'ai une guitare aussi. Mais, que lisait-il à 18 ans, Antonin? À 18 ans, ça a été une année importante parce que j'ai découvert... moi j'ai fait une scolarité un peu plan-plan. J'étais le genre d'élève qui obtenait comme commentaire à la fin des trimestres peut mieux faire. Et effectivement, je faisais vraiment le minimum, en grande partie parce que je m'ennuyais à l'école. Et à 18 ans, donc c'était l'année de mon bac, et j'ai découvert, alors par une erreur d'aiguillage assez ironique, j'étais dans une filière scientifique du bac, et j'ai découvert la philo. Donc à 18 ans, j'ai lu un roman qui aujourd'hui encore est un bouquin, je ne l'ai pas relu depuis, mais dont je garde un souvenir vraiment impressionnant, parce que c'était à la fois une découverte intellectuelle et romanesque, et c'était Vendredi ou les larmes du Pacifique de Michel Tournier, qui était un bouquin qui avait été conseillé par le prof de philo, la prof de philo que j'avais, comme un roman philosophique. Donc c'était pas un essai philosophique trop ardu pour le gamin de 18 ans que j'étais, mais un roman qui abordait des questions philosophiques, la question de l'autre, de la perception. Et du coup, je dirais ça, et pas beaucoup d'autres, parce que malgré que j'étais je suis l'enfant d'une famille de 2 parents qui étaient des gros lecteurs, moi je lisais peu. Je lisais très peu. En tout cas, j'ai découvert la philo à travers particulièrement ce roman-là. Il y avait eu Melville, Benito Sereno de Melville, que j'avais étudié en français en première, et qui est un bouquin que j'avais beaucoup aimé, qui était un roman d'aventure très noir de Melville, et du coup qui m'a par la suite donné envie de découvrir ces... Alors voilà, on peut dire que c'est très symbolique, mais il y avait un ouvrage de philo et un roman philosophique, et puis un roman d'aventure assez sombre de Melville. Ce seraient les deux lectures dont je me souviens. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est du bois. D'accord. Ah, du bois. Et je pense que le bois, tu es sensible au bois. À la fleur du bois. Oui, et à 18 ans, je faisais déjà des chantiers pour gagner ma croûte. C'est un chat aussi. Ah oui. Oui, moi j'ai eu des chats dans ma vie. Ah, j'avais un chat qui s'appelait... à 18 ans, j'avais un chat qui s'appelait Rakam. Montre-le une fois. Pour Rakam le rouge. Voilà, le chat. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je faisais déjà aussi des chantiers. Je passais mes étés à travailler... dans le bois. Dans le bois, ouais. Enfin, des chantiers en général. Donc un peu de maçonnerie, un peu de charpente. Il y a le fil du bois. Oui. On retrouve le fil sur le papier de la page. Donc tu vois, il y a tout se tient du compte fait. Oui, tout était déjà écrit, c'était prédit. À l'époque, j'avais même pas l'idée d'écrire un roman, ça m'a jamais traversé l'esprit en tout cas. Mais en fait, tu restes dans le bois, ça devient le papier, et tu fais c'est l'alimentaire qui te pousse vers le papier ou bien... Ah non, oh là là, se lancer dans l'écriture en se disant que c'est pour gagner sa vie, c'est probablement une... Pourtant, tu mets tes éditeurs au défi de ce côté-là. C'est un mauvais chat. Oui, enfin, il a fallu quelques années avant que les bouquins prennent mais donc, tu écris vers le polar, au départ. Oui, j'ai commencé vraiment par du polar, parce que la littérature de genre était pour moi un cadre assez rassurant, en me lançant plutôt à l'aveugle. J'avais 33 balais quand je me suis dit, allez, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais voyagé, bossé, mis des sous de côté, et puis je m'étais donné... Tu es déjà marié là? J'avais rencontré... Ah oui, oui, j'étais marié. Et d'ailleurs, j'avais pas mis assez d'argent de côté, et donc du coup, quand on s'est installé aux États-Unis avec celle qui était devenue ma femme, donc en Caroline du Nord, après qu'on soit connus au Mexique, en fait, mes économies n'ont pas suffi à tenir tout le temps de l'écriture du bouquin, donc j'ai aussi dépensé toutes les économies de mon épouse. Mais c'est bien, parce qu'à la fin, j'ai eu
j'ai obtenu un contrat d'édition qui a dû solder par la vente de 200 ou 300 exemplaires, dont sur lesquels j'ai jamais touché un centime d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que c'est pas une escroquerie, c'est que la maison d'édition a fait faillite, et puis voilà, c'est soldé comme ça. Donc, en tout cas, à la fin de cette année-là, d'avoir épuisé mes économies et celles de mon épouse, ça semblait pas avoir été un investissement très judicieux. Et puis, mais donc, voilà, donc après, on est rentré en France, et j'ai repris les chantiers en Creuse, et puis voilà, il y a eu un deuxième bouquin, puis un troisième, un polar, cette fois chez Viviane Ami, qui a commencé à bien marcher. Et puis après, voilà, ça a été des transitions, les bouquins en amenaient un autre. Mais tu avais toujours les souvenirs des grands voyages alors? Oui, enfin moi, là, à cette époque-là, j'avais déjà pas mal, moi, voyagé pour mon compte. Oui. Et puis mes parents aussi, qui avaient eu la bougeotte. On avait fait un jour avec ma soeur le compte du nombre de maisons qu'on avait habitées avec mes parents. On est arrivé à 27, je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à nos 18 ans, c'est-à-dire qu'avant qu'on parte l'un et l'autre pour la fac. Donc voilà, c'était assez, c'était des artistes plutôt bohèmes. Et du coup, on bougeait pas mal. Et puis après, moi, j'avais eu pendant quelques années un boulot qui me permettait de travailler peu et de gagner pas mal d'argent. J'étais alpiniste du bâtiment à Paris, puis à Toulouse. Et du coup, la moitié de l'année, je pouvais partir en voyage. Et là, j'écrivais toujours pas, en fait. Mais du coup, et après, il y a eu le Mexique, les États-Unis. Et puis le polar s'est décalé. Je crois qu'il y a un bouquin vraiment important dans la bascule. Ça a été un roman noir qui s'appelle Le mur, le Kabyle et le marin, qui était un roman autour de la guerre d'Algérie et de l'histoire de mon père en tant qu'appelé. Donc j'ai intégré le témoignage de mon père à une fiction. Et ça a été le premier roman qui commençait vraiment à mélanger les genres et à ne pas vouloir s'en tenir à un genre. Et surtout sur fond de grosses recherches historiques. Puisque sur le sujet de la guerre d'Algérie, il n'était pas question de faire des erreurs et de dire puisque c'est encore un sujet de recherche et de débat et de passion. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris goût aux recherches historiques. Et du coup, ensuite, est arrivé ce triptyque de romans dont La Toile du Monde est le dernier volet. Et je dis bien triptyque parce que... Oui, il y a 3000 chevaux vapeur qui démarre. Ouais. Bon, après, il y a Équateur, puisque tu as fait autre chose qui est dans l'écriture. Je vais dire, le tremplin qui va nous amener alors vers La Toile du Monde. Mais ce sont des livres dès le départ ou ce sont des encyclopédies? Parce qu'encore une fois, il y a une recherche historique au niveau de tous les personnages, au niveau de tous les faits, qui peuvent nous ouvrir des horizons, je vais dire, universels. Oui, c'était le jeu, et vraiment, encore une fois, je pense que le bouquin sur la guerre d'Algérie m'a donné très envie. Puis il y avait une grosse pression historique sur les recherches quand j'écrivais sur la guerre d'Algérie. Et ensuite, avec 3000 chevaux vapeur, j'ai vraiment eu envie d'écrire un roman d'aventure, donc le contexte historique est important, mais je voulais pas que ce soit le même poids que ça avait été que quand je travaillais sur la guerre d'Algérie. Et du coup, j'ai commencé à essayer de m'amuser. Donc c'est de la littérature de genre, c'est vraiment un roman d'aventure. Et la recherche est une telle source d'inspiration que pourquoi s'en priver? Alors bon, évidemment, si mon prochain bouquin doit être... si j'ai envie que ce soit un huis clos minimaliste absolu, je le ferai quand même, c'est pas la question. Mais à partir du moment où j'avais devant moi une épopée sur 10 ans, 3 continents, pourquoi me priver de piocher dans tout ce qui me passait sous la main et en rapport avec cette époque? Et du coup voilà, et effectivement, j'aime bien semer dans les bouquins des clins d'œil, des références, des personnages historiques, des lieux, que ce soit des lieux naturels. J'aimerais bien que ça donne aussi envie de voyager, et pas seulement de lire des livres, mais d'aller voir les grandes forêts de séquoia aux États-Unis, tous ces endroits, le Guatemala qui est décrit tu donnes le tournis au lecteur, hein, parce que c'est extraordinaire comme voyage. Hein. Ah voilà, pour le coup, après, ça c'est le plaisir des bouquins. D'accord, que toi, là-haut, tu t'y plais, tu maîtrises un petit peu l'équilibre et tout, mais nous, ici, quand on est, je veux dire, avec les ouvrages en question, comme je te l'ai montré ici, on peut aller puiser dans nos bibliothèques, on les retrouve dans tes ouvrages.
je veux dire, c'est une richesse inépuisable que tu nous offres là. Et c'est une source d'inspiration. Voilà. Il y a un autre, par exemple, derrière vous, là, il y a une map monde. 3000 chevaux vapeur, je pense que c'est un bouquin que j'ai écrit autant en regardant des cartes qu'en lisant des livres. D'accord. Et le fait de décrypter une carte, de savoir que un personnage doit... que mon personnage devait... je disais, ouais, il prend son cheval. Sauf que, en fait, par de là à là, il passe par un désert où il traverse des montagnes. Donc, en fait, c'est quoi ce désert? Quelles sont ces montagnes? Quels sont leurs noms? Où est-ce qu'il va trouver de la flotte s'il est en plein désert? Donc, il faut qu'il fasse un détour par là. Ah, sur la carte, il y a un nom de ville. Petite recherche internet. Ah, cette ville n'existait pas encore en 1862. Ou alors, elle venait d'être fondée par un tel. Et d'un seul coup, alors qu'on cherchait juste un point d'eau, on se retrouve avec une histoire complète qui débarque, un chapitre de plus. Et la Toile du Monde a vraiment fonctionné comme ça aussi, beaucoup, avec l'Expo universelle qui est une ressource inépuisable de personnages, d'anecdotes, d'inventions, et de rebondissements dramatiques. Voilà. Et tant pis, je te remercie beaucoup de ta visite éclair chez nous. Je veux dire, on prendra encore un peu plus de temps lors de ton prochain passage à Bruxelles. Mais le temps, c'est le temps. Et à très bientôt, Antonin. Eh bien, à très bientôt. Merci.